après cette présentation élogieuse, pour le moins, j'espère ne pas vous décevoir. Et sur un sujet, les intérieurs, qui est un sujet existentiel, puisqu'on vit dans l'espace et que l'intérieur, c'est une forme d'être au monde. C'est dire si ce sujet me donne le trac. Voilà. Et pour un architecte, c'est l'histoire de toute une vie de recherche et de... Voilà. Alors, je vais introduire ce colloque par une présentation rapide de 2 plans. Vous aurez reconnu les plans de Rome. Alors, pour situer très rapidement, mais je pense que tout le monde l'aura reconnu, la place Navone. Ici, le Panthéon. Donc, on a un extrait de plan sur notre gauche, le plan de Nolli, qui date de 1748. Et pourquoi vous montrer ce plan ? Parce qu'il a son mode de représentation est parlant pour introduire notre sujet. Sur ce plan, les habitations, les maisons et même les palais, donc les espaces privés, ces intérieurs privés, sont représentés indistinctement par leur masse grisée. Oula, bon, ça commence. Par leur masse grisée. Et ces masses grisées dessinent les voies et les îlots. Par contre, à l'intérieur de ces îlots apparaissent des pièces. Oh là, bon, alors attendez. Le pointeur, à ne pas confondre. Alors, des pièces, des ouvertures, des vides. Que sont ces pièces ? Il est intéressant d'observer qu'il s'agit aussi bien d'églises, protégées par des voûtes et des coupoles, que les cours des palais, des cloîtres et des courettes plus domestiques ouvertes sur le ciel. Donc nous avons une multitude de pièces, vous voyez, qui creusent ces îlots. Ces pièces sont des intérieurs à l'extérieur ou protégées par des voûtes. En regardant plus attentivement ces pièces, les différences d'échelle sont frappantes. Le minuscule et le monumental sont représentés de la même manière. On va essayer de ne pas faire la même erreur. Ici, nous avons une toute petite église, Santa Maria della Pace, qui n'est pas plus grande qu'une cour domestique ici ou là. Nous avons des églises monumentales comme Sant'Andrea, ici Santa Maria sopra Minerva, évidemment ici la belle magnifique coupole du Panthéon, qui sont à une toute autre échelle, à une toute autre mesure. Nous avons les cours des palais et les cours plus domestiques dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce qui est intéressant, ce que je voulais juste souligner, c'est que le monumental et le minuscule sont représentés de la même manière, et dans ce plan, il n'y a pas d'opposition entre le majeur et le mineur. Il ne s'agit pas de distinguer l'un de l'autre. Alors, parallèlement, ou en comparaison de ce plan, à droite, nous avons le relevé de Muratori, qui est un architecte historien de la ville de Rome, qui a fait un travail extraordinaire sur toute la succession des plans historiques depuis la République de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ici, nous avons un relevé. Alors, comment ça marche ça ? Décidément. Bon, nous avons un relevé, une coupe sur rez-de-chaussée, donc on pourra dire une représentation objective du tissu urbain. Toutes les mesures du vide, cette fois, tous les intérieurs sont donnés à lire, sont mis en relation par le percement des murs. Apparaissent des formes pures, des formes composées. Pourquoi ça ne marche pas, ça ? Le pointeur ne marche pas. Bon, c'est pas grave, vous saurez les lire. Le point rouge, parce que si je fais ça, le pointeur. Ah, le pointeur en haut. Oui, en haut. Ah, le voilà, il remarche, c'est parce qu'il était hors champ. Donc on a des formes pures, ici le palais de la Sapienza, avec des compositions savantes comme la chapelle Saint-Yves de Borromini, Sainte-Agnès,
Ici, une petite église San Pancrazio, Sant'Andrea delle Valli, et évidemment la très belle figure du Panthéon avec ses colonnades. Nous avons des formes souples, des géométries souples, qui sont les additions de segments. Ces additions de segments, ce sont les habitations, les espaces privés, qui forment la continuité des parcours. Donc on pourrait rester des jours et des semaines à admirer les assemblages de ce plan qui apparaissent avec une richesse infinie. Ce plan-là nous montre une sorte de squelette, comme une radiographie de la matière urbaine. Et c'est ça qui est absolument passionnant pour s'enrichir dans ne serait-ce que l'analyse de cette composition géométrique. Alors évidemment, il s'agit d'une ville sur 3 millénaires. Si j'ai choisi ces plans, c'est simplement parce que je les avais chez moi et qu'on peut trouver des plans de villes bien plus modestes, tout aussi passionnants. Mais cela était à ma disposition et particulièrement parlant. Alors, aujourd'hui, quand nous concevons l'espace, nous avons nos architectures de chevet, hein, nous sommes contemporains, nous avons nos architectures de chevet, les grands modernes, Alvaro Siza, Louis Kahn, j'en sais très bien d'autres, Malestévin, c'est même Le Corbusier, pour sa cité du refuge, on pourrait même citer Mackintosh, de Klerk. Enfin, moi, j'ai plein d'architecture en tête, Barragan et bien d'autres encore, et bien sûr de nos contemporains, César, Roland Simonet, pour ne citer que ces deux-là. On pourrait en citer beaucoup d'autres. Mais nous avons dans notre mémoire une multitude de lieux, d'agencements, de combinaisons de volumes, de matières architecturales, de proportions, de découpes du ciel, des visions parfois fugaces, des émerveillements notés sur le vif lors de nos voyages. Et quand nous concevons, nous avons en mémoire ces assemblages qui nous inspirent, qui nous émerveillent. Alors, bon, j'en ai choisi quelques croquis, c'était extrêmement difficile. Il faut que je regarde l'heure, moi. Extrêmement difficile d'en faire une sélection sur des centaines attrapées au fil des ans. Juste un petit mot, je ne vais pas les commenter, je pense qu'ils sont suffisamment parlants. Juste un petit mot, si j'arrive, voilà, le Pointeur. Ici, on reconnaît bien évidemment la loggia du Palais des Doges. Ici, elle est creusée, donc c'est un extérieur par rapport au volume. Mais en même temps, face à la lagune, enfin à l'arrivée du Grand Canal et dans la vue lointaine du campanile de San Giorgio Maggiore, cet extérieur, devient un intérieur protecteur. Ici, une paroi avec toute la porosité où on sent cette dilatation et à la fois cet agencement subtil, composé mais en même temps libre de la porosité. Là, on s'enfile dans une rue, on est conduit par des continuités, mais en même temps, il y a des assemblages de hauteur, des découpes du ciel qui nous englobent. Ici, un palais se plie pour associer la fontaine et les emmarchements qui mènent vers une église. Je m'arrête juste parce que je crois qu'il y a Karim va nous en parler de cette architecture antique avec les colonnes du péristyle du Panthéon. Mais ici, j'ai voulu noter dans le croquis la présence d'un immeuble d'habitation du 19e qui est juste là. Et cet extérieur qui est aussi un intérieur dans la tension et la proximité avec cette façade d'architecture mineure nous donne un autre intérieur à l'extérieur. Ici, c'est un assemblage de volumes dans les ruines, parce que je crois qu'aussi aujourd'hui ou demain, on va parler de la question des ruines. Ici, le palais des Chevaliers de Malte à Rome, qui est posé sur le marché de Trajan dans le forum, et tout cet agencement de formes qui nous inspire et qui nous émerveille. Et là, San Giorgio Maggiore, vu de la place Saint-Marc, on pourrait dire, à la place Saint-Marc, on est dans un extérieur, dans une immensité. Mais le fait qu'on ait à l'horizon
ce volume avec à la fois l'église, les adossements des maisons, les îlots, ici, nous donne le sentiment d'une dilatation et à ce moment-là d'un intérieur, mais qui prend une autre dimension. Bon. Alors après tout ça et tous ces émerveillements, des petites touches là, que je me contente de petites touches, après ces émerveillements, on a beaucoup de trac de présenter quelques petites vignettes de réalisation, bien évidemment. Hein. Donc, avant de vous décrire très rapidement quelques exemples de cette leçon, pourrait-on dire, de tous ces espaces, je voudrais juste vous citer, d'ailleurs ça rejoint ce que nous disait en introduction notre collègue, une phrase de Bruno Quezanne. Être par l'espace, c'est se sentir englobé, se sentir à l'intérieur. Parce que nous sommes par l'espace, et notre être au monde se fait par l'espace. D'où le trac aujourd'hui. Et il ajoute un peu plus loin, l'intérieur, c'est là où l'on est, et l'extérieur, l'ailleurs. Aussi peut-on très bien se sentir à l'intérieur, dehors. L'intériorité n'est pas une qualité du dedans. Oui, alors, bon. Là, je vous montre une première opération que j'intitule « Habiter un cœur d'îlot ». Donc, installer ces 80 logements dans une parcelle enclavée, on se trouve à Paris, dans le 15e arrondissement. Ici, la rue Croix-Nivert. Ah oui, c'est parce que j'étais hors champ avec ce fameux pointeur, j'ai compris. Ici, la rue Croix-Nivert, on pénètre à l'intérieur, on installe 80 logements dans cette parcelle enclavée en cœur d'îlot. C'est une belle opportunité de façonner un intérieur à l'extérieur. Que nous disent les murs des berges? Que nous disent les bords? Ah oui, que nous disent les bords? Les bords nous racontent ici, décidément, au nord, un bâti de logements haussmanniens, d'immeubles de rapport. Au sud, décidément, je suis fâchée avec ce. Au sud, nous avons un tissu de faubourg avec des échelles beaucoup plus fines, quasi villageoises. Il s'agissait de se glisser à l'intérieur de l'îlot par des parois, par des parois qui s'entrouvent depuis la rue Croix-Nivert, et de découvrir progressivement une grande respiration en cœur d'îlot, une vaste cour jardin, un ailleurs à l'abri des turbulences de la vie, de la ville et d'une vie urbaine. Excusez-moi. Alors ici, nous pouvons voir les parois qui s'entrouvent à gauche, donc, et dans la fine césure qui permet de pénétrer dans l'îlot, vous devinez une impasse qui prolonge la vue au-delà de la rue Croix-Nivert. Ici à droite, nous sommes sur une terrasse d'un logement du 6e étage et nous voyons les découpes du ciel et le décrescendo des volumes ici qui ouvrent des vues dans la grande profondeur à l'ouest, le décrescendo et ce bâti faubourien plus fin que nous raccordons et nous associons les cours voisines à notre projet. Le plan de rez-de-chaussée, parce que les rez-de-chaussée sont habités, donc il faut trouver une manière de vivre dans ces rez-de-chaussée. Je voulais juste rapidement montrer où se situent les halls d'entrée, les distributions, parce que c'est aussi important. Voilà, dans un premier seuil, nous avons 2 halls qui se font face à face, qui se répondent. Ici, progressivement, en exploitant la géométrie de cette parcelle et toutes les petites lignes, les petites facettes qu'elle dessine, nous arrivons dans cette cour-jardin. Ici au sud, nous prenons la lumière et là, nous empruntons une venelle qui distribue 4 maisons en triplex et ensuite ici un passage secret, une sorte de traboule
Là, dans une cour associée à la cour voisine, nous avons également 2 halls. Et là, dans cette grande dimension de la parcelle, depuis la rue Le Mercier, nous avons un hall traversant. On va accélérer. Ici, rapidement, on va commenter rapidement. Donc, sur la face nord, adossée aux immeubles de rapport néo-haussmanniens, nous mettons la densité de sorte de pouvoir ouvrir ici au sud une cour jardin, bon là qui vient d'être plantée, donc c'est pas encore tout à fait exubérant. Et nous voyons comment nous accrochons les volumes et prolongeons donc les cours voisines pour qu'elles profitent également des vues en profondeur sur notre espace distributif et collectif. Bon, je pense que celle-ci se passe de commentaires, avec ici nos architectures et là, la réponse, l'association de la cour voisine mitoyenne. Là, c'est l'intimité de la venelle, où chaque entrée est une entrée d'une maison, et ces jeux de plis qui permettent de créer des seuils et en vis-à-vis d'appentis de fond de jardin sur lesquels on ne pouvait pas s'adosser. Voilà. Ça, ce sont des grands logements en triplex. Nous avions la chance d'avoir à loger des grandes familles dans ces logements sociaux et très sociaux. Hein. Bon, là, le jardin a poussé. Alors, on visite rapidement un logement atypique. Là, bon, je ne peux pas tous les montrer parce qu'il y a énormément de logements différents. Je montre celui-là parce en fait, il se situe sur le bord d'un adossement sur la rue Le Mercier, orienté nord-sud, et c'est un peu la résiduelle, c'est une bande qu'il faut habiter. Et là, simplement, cette vue-là montre le même travail dans l'habitation, dans l'intérieur du logement, dans l'espace privé, de cette manière de s'infiltrer dans des parois qui s'entr'ouvrent. Là, on est devant la porte du séjour et la vue file vers la rue. Et en même temps, une chose importante, c'est d'amener la lumière au cœur de l'habitation qui fait 20 mètres de profondeur ici, avec une bande de 2 mètres là. Vue à revers, comment on dit en italien. Donc là, nous sommes dans l'entrée et nous voyons comment la lumière pénètre. Ici, il y a eu une histoire de prospect, d'aléas qui a fait qu'on ne pouvait pas construire au-dessus, mais il y avait cette possibilité, le long d'une cheminée de ventilation, de créer en briques de verre ce canon à lumière qui illumine l'intérieur, la profondeur du logement. Là, on est également dans le sujet d'habiter le cœur d'îlot, mais à une toute autre échelle. Puisqu'il s'agit de l'avenue de Clichy. C'est-à-dire, c'est un concours qui portait d'abord sur un projet urbain pour installer dans 1 hectare en cœur d'îlot, entre l'avenue Brochamp. Oh là, pardon. Je pense que la vidéo, là, ça va être terrible. Bon, je fais tout à l'envers. Excusez-moi. Voilà. Ici, nous avons l'avenue de Clichy, à droite. C'est une façade nord. Ici, la rue Le Mercier, la rue Cardinet, et au nord, plus tard, viendra la ZAC Clichy-Batignolles. Donc, le projet urbain suggérait, la PUR nous suggérait que dans l'axe de la Cité des Fleurs, on prévoit une rue qui recoupe ce grand îlot de manière à lotir et installer 260 logements, 600 parkings, des bureaux, un équipement sportif, un terrain de sport. Alors, d'emblée, en travaillant en maquette de site, j'ai décidé de prendre la position inverse et d'installer un volume, la densité au centre, de manière à pouvoir m'éloigner des murs des berges, donc de ce bâti haussmannien, là particulièrement dense, dans le quartier Brochamp,
de telle sorte de dégager des grands espaces de respiration à l'abri du tumulte du boulevard de l'avenue Clichy et où la voiture ne rentre pas. Ici, nous voyons l'assemblage qui était absolument passionnant avec des typologies multiples. Il s'agit du premier étage, mais les étages sont à peu près tous différents. Alors, en tant qu'architecte d'opération, j'ai réalisé les logements sociaux et intermédiaires et un peu d'accession à la propriété pour 210 logements, 7 ateliers d'artistes logements. Et les architectes Arène et Desclins ont réalisé ici une opération de logement en accession d'une 50aine de logements. Et là, un immeuble de bureau réalisé par quelqu'un qui n'a pas fait le chantier, enfin qui était nommé par une filiale de la BNP qui n'avait pas grand rôle malheureusement. Et donc passons, voilà. Ici, nous sommes dans la cour principale et qui est signalée par ce campanile qui fait 10 étages sur rez-de-chaussée. Et bon, ça a été un débat à l'époque des années 90. La hauteur n'était pas particulièrement bien vue. Mais j'ai été défendue par les membres du jury, dont Edith Girard à l'époque, qui ont refusé de me couper la tête. Alors ici, ça infiltre un passage pour traverser l'îlot. Alors pour une fois, il faut que je retourne en arrière. À bon escient. Oui, parce qu'ici, il est prévu, non pas la rue, mais un passage qui se termine par un porche et une respiration de petite cour ici. Le long, ici, il s'agit d'un encorbellement, donc on s'église dessous. Le long du terrain de sport. Ici, la respiration principale, c'est un jardin en pleine terre, malgré les 600 parkings à dissimuler. Un sous-espace qui est un jardin secondaire qui distribue les logements intermédiaires et quelques logements en accession. Donc ces trois espaces-là, qui sont distributifs, articulent donc la composition urbaine. Ici, nous avons donc la cour principale avec qui est sur 3 niveaux de sous-sol. Donc nous avons travaillé à traiter un sol le plus naturel possible en dissimulant tous les aspects techniques que vous connaissez, de sorte qu'on ait le sentiment, avec ce pavé et ce marbre de Carrare en ligne, que nous nous trouvons sur un sol naturel. Ici, le portail qui annonce le jardin principal. Là, c'est un bâtiment adossé, mono-orienté plein nord, où se trouvent en toute logique des ateliers d'artistes. Et là, une vue du jardin où l'on peut visualiser la hauteur, donc des 30 mètres, enfin pas loin de 30 mètres de haut, du grand vaisseau qui fait quand même 120 mètres de long. Hein. Donc un travail sur ces volumes, de telle sorte de pouvoir rendre domestique ce lieu-là qui va être partagé par l'ensemble des logements, travailler sur cette hauteur et la rendre, je dirais, plus douce et trouver des registres et modeler les différents niveaux. Voilà une autre vue du jardin. Je note ici simplement l'importance de cette fine transparence qui nous laisse deviner dans l'axe de la Cité des Fleurs la vue profonde et qui découpe ici, qui donne une respiration, et aussi le travail des différentes volumétries des jeux sur les hauteurs qui fait que nous n'avons pas le sentiment d'être enfermés dans un espace clos. Mais nous sommes à l'intérieur. Mais cet intérieur respire. Alors ici, c'est le côté du terrain de sport qui est aride et qui n'est pas facile à traiter. Donc il est dissimulé, il est encastré, ce qui oblige à creuser très profond, puisqu'il y a les 3 niveaux de parking, mais il est encastré pour que son aridité ne perturbe pas l'espace ici du passage. Alors, juste après la livraison, dans ce passage, nous trouvons les halls traversants qui se faufilent sous les masses de volume des escaliers. Et là, quelques années après, cette treille qui englobe le rez-de-chaussée et le premier étage, qui donne une ambiance végétale dans un milieu qui, a priori, n'est pas très favorable.
Bon, rapidement, nous allons passer sur un sujet de projet urbain, je dirais minimaliste. Minimaliste, nous devons répondre à un fort enjeu urbain avec un programme de 46 logements intermédiaires. Donc là, on n'a pas la possibilité de développer des grandes échelles, mais il faut trouver comment répondre avec un système de plots. Donc nous sommes ici sur cette parcelle qui est constituée d'une lanière en bord d'un futur parc qui est maintenant réalisé, le parc Taschereau-Hermann, au milieu duquel trône, mais bon, c'est hors champ, une tour d'une quarantaine d'étages à laquelle on se confronte. C'est le quartier des Tours Italie, donc avenue d'Italie. Ici, nous sommes rue du Tage, dans le 13e arrondissement. Le concours portait sur la thématique des plots. Il s'agissait donc de faire une série de plots répétitifs de manière à traiter ce rond de parc et à laisser pénétrer la lumière en cœur d'îlot. Voilà. Alors là, c'est une photo un peu floue. Bon, elle n'est pas de très bonne qualité, mais elle est explicite parce qu'elle est prise depuis la tour qui trône, qui nous surplombe. Et voici donc la série de plots. Et dès l'origine, en travaillant en maquette d'études dans le site, je me suis rendu compte que ces plots, il fallait les scinder pour leur redonner une force verticale. Donc j'ai dérogé au principe, c'est-à-dire que j'ai creusé et décalé les attiques. Pourquoi ? Parce que le cœur d'îlot, lui, il regarde, côté cœur d'îlot, au nord, on regarde des pavillons qui sont des rescapés des démolitions de ce quartier italien. Il s'agissait de construire 75 tours, on a arrêté à 37, je crois, 35-37. Donc ça, c'était prévu à la démolition, ça n'a pas été démoli. Donc, pour créer une relation et renouer le dialogue urbain avec ces plots face à ces pavillonnaires et leurs abris de fond-jardin, il fallait trouver une gradation d'échelle, cette fois, ce n'est pas une gradation de bâtiment, mais c'est au sein même du volume, de manière à rétablir le dialogue. Alors ici, nous avons une vue de détail de ces plots, et il m'a paru aussi intéressant de faire une sorte d'homothétie, plutôt que de faire le cube ici, de faire une sorte d'homothétie en faisant apparaître les verticales, bien que ce soit des bâtiments assez modestes, une homothétie aux tours, c'est-à-dire un clin d'œil à ces élévations, voilà. Et donc là, on voit bien ici un duplex en attique et l'autre duplex qui, lui, est décalé de manière à ce que sur son toit, le séjour du premier duplex haut puisse bénéficier de la terrasse sur le toit de l'autre logement. Une autre vue, une autre vue où l'on voit également comment le fait de découper ce volume nous a permis de construire dans l'entrepôt, ce qui n'était pas prévu sur le plan de masse du concours, parce qu'il semblait fondamental d'asseoir ces volumes sur une base suffisamment solide et de créer un véritable soubassement. Et donc, les volumes qui sont détachés de cette partie-là sont réinstallés à rez-de-chaussée pour donner vraiment une force et tenir ces 100 mètres, puisque nous avons 100 mètres de front de parc. Alors, avec ici, pour régler ces 100 mètres de front de parc, on a une trentaine de logements, ce qui n'est pas grand-chose, face aux tours. Donc là, rapidement, on voit les assemblages, les jeux d'obliques sur cette façade nord pour attraper des lumières rasantes, les oriels qui sont pris dans les entreplots pour attraper des vues depuis les sous-espaces des séjours, donc des jeux d'assemblage que je ne vais pas détailler ici, sinon ça va être trop long. Alors ici à gauche, cette venelle donc, qui restitue le dialogue urbain, avec dans les entreplots des cours dans lesquels on installe les halls et là les cages escaliers
avec l'éclairement de ces cages d'escalier sous forme de briques de verre, qui redonne là aussi un jeu sur ces grandes verticales, que d'ailleurs, là vous avez l'échelle des tours avoisinantes, donc ce contraste entre ces fonds de parcelles et ces tours est absolument un sujet vraiment passionnant, et on ne demandait pas de maquette au rendu du concours, mais c'était indispensable de percevoir cette échelle pour pouvoir modeler. Donc là, rapidement, ce modelage, décidément, je ne me corrige pas, ce modelage des volumes avec les terrasses successives. Ici, donc, un atelier d'artiste qui vient s'installer à rez-de-chaussée pour constituer cette cour, le toit de l'atelier qui permet la transparence du sud et qui offre une terrasse à ce logement et à celui qui est situé en vis-à-vis, et puis un jeu de terrasse, là, la terrasse du logement haut. Ici, une des cours qui devient un salon, hein, puisque nous parlons des intérieurs à l'extérieur, lors d'un dîner entre voisins. Nous visitons rapidement un intérieur du duplex. Alors ça, c'est le duplex montant, dans lequel on installe un petit vide, et là, nous devinons la fameuse tour en vis-à-vis, côté sud, côté parc. L'escalier se glisse, et là, nous avons une petite excroissance de la chambre. On va faire le tour. Alors, carrément... Voilà, on tourne là sur le palier de l'étage. Eh bien, on ouvre un petit percement qui donne sur notre escalier. Et là, nous distribuons les chambres. Et un petit détail, ici, il y a une porte. C'est-à-dire que la chambre est parfaitement fermée, mais nous avons ce petit espace en plus qui permet de faire brise-soleil par rapport à l'orientation sud. Là, les persiennes ne sont pas encore posées, hein, parce qu'il y a des persiennes extérieures, mais cette petite dalle permet à la fois d'avoir une relation avec le niveau bas, et vous l'aurez compris, un jeu d'espace assez agréable. Là, rapidement, le niveau du duplex qui, lui, va être descendant. Donc, celui-là va... Donc ici, on a le travail sur la profondeur de l'espace dans le logement. Ici, nous descendons, mais nous avons une fenêtre d'angle avec une colonnette un peu vénitienne, d'ailleurs, sur l'angle du volume. Et là, à droite, la terrasse posée sur le toit du duplex que je viens de montrer juste avant. Donc ici, nous voyons l'enchaînement et le jeu de cet enroulement pour descendre avec l'éclairage de la cage d'escalier. Un autre jeu de plot. Alors là, c'est une parcelle en lanière dans le même esprit, mais encore plus restreinte. Et alors là, minimaliste, hein, un mini espace partagé, espace extérieur à l'intérieur, dans un site assez ingrat, à vrai dire. Donc il s'agit de construire 42 ou 43 logements sur un talus qui est un délaissé de la petite ceinture. C'est le dernier morceau qu'on a essayé de construire de la ZAC Citroën Cévennes. Donc la ZAC était terminée, puis l'aménageur s'est dit, après tout ce bout de terrain, on pourrait peut-être en faire quelque chose. On manquait de logements sociaux. Alors, dans la consultation, il était demandé de construire sur ce morceau-là, uniquement, avec une façade plein nord sur la rue Leblanc et une face sud sur la petite ceinture, dont on ne connaissait pas le devenir. Donc on appliquait les règles SNCF. D'ailleurs, c'est toujours une friche, on ne sait toujours pas ce que ça va devenir aujourd'hui. Hein, il n'y a plus les rails de chemin de fer, mais c'est un nommation. Alors, on nous disait, bon, construisez le long de la rue Leblanc, faites une quarantaine de logements, et puis ici, on laisse un espace en devenir. Alors, une fois de plus, je n'ai pas vraiment respecté le programme, quitte, c'est des risques qu'il faut prendre quand on croit au bien fondé de son projet, toujours avec les maquettes dans le site. Évidemment, on n'allait pas faire des logements mono-orientés plein nord avec quelques vagues vues qui sont que secondaires sur la petite ceinture. Je voyais mal comment faire des logements de qualité. Donc, j'ai proposé de créer des plots qui, là, n'étaient pas demandés pour le coup, et de manière à donner des lumières est-ouest
pour ces logements qui ont à la fois une profondeur de vue sur le parc André Citroën, enfin là un petit peu moins, mais c'est le bâtiment de Michel Cagan, les ateliers d'artistes, qu'il a construit et qui donne sur le parc. Donc un vis-à-vis, somme toute, plutôt sympathique. Et de travailler donc ces plots est-ouest. Alors il y a des prospects invraisemblables par rapport ici au fond de parcelle qui est Orzac. C'est un hôtel industriel de Paul Chemetov, donc je suis en bonne compagnie, mais sur un terrain quand même difficile. Voilà ce que ça donne. Donc ces plots dont j'ai voulu montrer un certain calme et une certaine il s'agissait de les scander pour trouver un rythme, surtout que cette rue conduit à l'hôpital Pompidou, qui est un gros vaisseau, et il s'agissait aussi d'évoquer un peu les fonds avec les volumes de brut en béton de l'hôtel industriel. Et donc, ce terrain, non content d'être un soutènement de chemin de fer, présente l'inconvénient d'obliger à réaliser des parkings à rez-de-chaussée, ce qui est plein nord, ce qui n'est pas un cadeau. Donc l'idée, c'était de creuser des petites cours minuscules et de créer des halls lanternes à 1,5 niveau, très vitrés, de manière à faire vivre cette façade. Alors là, c'est l'été, donc évidemment, elle est éclairée. Le photographe a choisi le moment. Et on devine ici, au fond, des maisons qui se glissent entre le mur de soutènement et la rue. Et ces maisons sont distribuées par des cours hautes qu'on atteint avec des escaliers là, qui se glissent dans les courettes, mais aussi à travers le hall et l'ascenseur, de manière à créer un rez-de-chaussée haut qui est le rez-de-chaussée habité. Voilà. Donc ici... Alors, pour ces logements-là, le cadre, le cadre, ici, nous voyons les systèmes de plots. Là, on est au rez-de-chaussée haut, donc on est au rez-de-chaussée haut, on distribue directement les maisons qui sont dans des positions très complexes parce qu'il s'agissait de les adosser à ce mur qui n'est ni continu dans son tracé, ni continu dans sa hauteur, donc c'est un exercice assez passionnant. Et là, vous voyez l'accès par le hall directement sur la terrasse et dans les logements du rez-de-chaussée haut. Ici, nous sommes à l'étage supérieur des maisons où, étant donné l'exiguïté de ces parcelles, nous avons décidé d'empiéter et d'englober, comme on va le voir sur la coupe, ici, d'englober le mur de soutènement qui fait à peu près 60-70 cm de large et d'utiliser cet espace-là pour élargir un peu ces maisons-là qui permettent de créer une vraie façade dans cette cour haute, étant donné que, sachant que là, nous avons une différence de niveau d'environ 6 mètres entre la rue et le niveau de la petite ceinture. Donc c'est un exercice assez passionnant et qui nous permet de faire vivre, faire vivre cette cour haute tout en offrant une façade, donc ici, sur ce mur ingrat qui est le mur de soutènement. Alors là, rapidement, une vue intérieure d'une des maisons. Alors, à l'époque, on n'avait pas les Photoshop ni les numériques, donc c'est des photos telles qu'elles ont été prises à l'époque. Donc, simplement, cette notion d'éclairer le cœur du logement et la profondeur. Ici, on a un escalier duplex très simple, puis une circulation pour distribuer là une chambre à une autre chambre. Et ici, la fenêtre nous permet d'apercevoir le parc Citroën en face. Et là, à gauche, on a un petit vide sur l'entrée qui nous permet de capter une numérasante qui vient faire vivre cet intérieur. Là, nous visitons rapidement un duplex qui se trouve dans un des plots. Alors, le principe là est un peu différent de celui de Taj Kellerman, parce que l'escalier du duplex, situé en fond de séjour, atteint la terrasse qui, elle, se trouve au-dessus, pour des jeux de prospects dont je ne vous raconte pas
l'aberration qui fait qu'on n'a pas le droit de construire, donc on dessine un cadre, mais ici on n'a pas le droit de construire. Du coup, on profite de cette toiture pour en faire une terrasse. Hein. On explique que les terrasses gravillonnées, ça n'a aucun intérêt. Hein. Bon, donc on va directement de l'entrée, on a notre séjour, on a notre chambre handicapée, etc., etc. On grimpe et là, donc une fenêtre illumine ce vide et nous permet d'accéder à une terrasse. Et depuis la terrasse, ici nous voyons au-dessus du vide la transparence à travers cette petite passerelle qui mène à l'angle. Alors on dit que c'est pour nettoyer les carreaux, hein, bien sûr. C'est indispensable, ce petit mètre carré, pour nettoyer les carreaux, sans danger. Et donc on voit cette transparence. Bon, on termine. J'espère que je ne suis pas trop décalée. Si. Bon, alors, je ne vais pas faire de commentaires. Je vais aller très très vite. Bordeaux, je montre simplement une opération à Bordeaux, parce que vous me direz, c'est bien joli, vous nous montrez des opérations dans Paris avec des sites qui sont complexes, avec beaucoup de contraintes, qui inspirent beaucoup. Mais bon, c'est peut-être comme ça que vous arrivez à faire des formes comme, et des intérieurs. Mais là, je suis sur une friche industrielle. Ici, à côté de la gare Saint-Jean, une friche industrielle, une ancienne verrerie, et c'est le premier îlot, ici le Cernam, c'est le premier îlot qui deviendra Euro-Atlantique. Donc, on construit un nouveau tram vers Bègle, et on est dans un quartier d'échoppes bordelaises, ici, avec des maisons de directeurs d'usines, des petites usines, et tout ça ne va pas disparaître, la gare Saint-Jean, et nous, on est dans la friche. Alors ici, évidemment, on n'a pas tout d'adossement, on n'a pas de mitoyen, on a une friche et c'est un concours de plan de masse pour lequel j'étais lauréate, avec l'installation ici de 268 logements et là un principe d'implantation de bureaux qui seront faits par un autre architecte plus tard. Et donc là, en vis-à-vis des échoppes bordelaises, nous avons une densité à trouver, c'est-à-dire implanter R+7 avec un rez-de-chaussée qui est également un parking, une façade plein nord également. Et donc là, l'idée, c'est plus que des plots, c'est ce qu'on appelle des bâtiments peignes, j'aime pas du tout cette expression, mais mettre de la densité perpendiculairement à la voie, de manière à ce que cette nouvelle rue, bon là, qui n'est pas totalement finie, laisse le soleil, que les façades laissent le soleil passer, et qu'on n'ait pas une ombre portée systématique. Et là, ces petites échelles qui font écho aux échoppes bordelaises. Voilà l'îlot qui est pris au milieu de très petites échelles. Donc une densité qui n'est pas commune à Bordeaux. Et comment la faire exister avec les jeux de hauteur, les rappels des petites échelles, les décrescendo, le modelé des volumes, et tout en gardant également une certaine rigueur de rythme, une certaine logique par rapport aux rues, voilà, une certaine sobriété des formes. Donc je ne vais pas commenter ce plan, je pense que je vais juste dire un mot. Ici, dans ces 268 logements, il y a une résidence étudiante de 175 studios, alors avec un standard très strict, qui sont gérés par le Crous. C'est du logement social également. Et donc tout le jeu ici de ce bâtiment-là, bon là nous avons nos trois lignes, nos trois peignes, nos trois linéaments. Et là, un bâtiment assez compact, mais sur lequel il faut trouver une manière de créer des sous-espaces, parce qu'il n'y a pas d'espace commun, donc de créer des petits sous-espaces de manière à ce qu'on puisse quand même partager un petit peu, que les étudiants puissent s'approprier un peu cette circulation et qu'elle prenne la lumière du jour. Alors, ces volumes... Là, vous êtes dans le cœur d'îlot. L'objectif aussi, c'était d'installer un jardin. Bon, on ne peut pas tout dire, hein, y a trop de choses à dire. Donc là, on voit les transparences vers le nord. On devine là les échoppes bordelaises. Le petit clin d'œil avec les nouvelles échoppes. Et entre les échoppes aussi des transparences. Le décrescendo des volumes pour aller vers le jardin, avec à chaque fois des terrasses pour les logements qui sont aux étages supérieurs, des prises de vue latérales, des creux pour les loggias et le rapport est-ouest avec ce que j'appelle le canon à lumière urbain, hein, puisqu'il y a des reflets. Alors ici, la façade nord de la résidence étudiante,
Alors là, tout un travail de modelage des volumes. Alors évidemment, c'est très répétitif, mais l'idée, c'est qu'on ne sente pas l'empilement et que vous voyez ici les paliers éclairés, les surlargeurs, ici les escaliers éclairés, et là, le rapport entre les façades est-ouest avec cette densité très forte. Et voilà. Le soir, le jardin un petit peu poussé, là, c'est la profondeur de vue dans l'enfilade du jardin, avec ici, pour raccrocher ces peignes, si je puis dire, au jardin qui est commun aux étudiants et aux familles, ces duplex distribués par une double volée d'escalier qui permettent de ramener les échelles progressivement à la vie domestique, à la vie collective du jardin. Je vais te remercier.